directeur général, amiral, commandant au pluriel, chers collègues, monsieur le directeur, je vous salue tous en vos grades et qualités, puis je salue les quelques élèves, pas beaucoup, anciens élèves aussi, qui sont présents ici. Je ne peux pas ne pas dire que je trouve cela dommage qu'on n'ait pas plus de monde. Alors après, les planifications des cours font que tout le monde ne peut pas être présent. Et puis le distanciel permettra sans doute de s'accrocher à distance à la conférence et puis de la revoir. Je veux d'abord excuser le président du conseil d'administration, Frédéric Moncagny de Saint-Aignan, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin et qui le regrette. Et puis je vais essayer d'introduire cette journée quand la géopolitique s'invite dans le commerce maritime mondial. La question est plutôt bien posée, plutôt bien amenée. Mais d'abord, est-ce que c'est vraiment une question ? C'est en réalité consubstantiel, la géopolitique et le commerce maritime mondial, sauf que parfois on ne s'en rend pas compte. Alors ce que ça m'évoque, c'est la théorie de Lorenz, la théorie du chaos, où la puissance de la parole, la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le battement d'ailes de papillon qui, au Brésil, peut amener à une tornade au Texas, ou un mouvement en mer de Chine qui peut amener à des frappes dans les Caraïbes. Et finalement, s'il fallait poser cette problématique, on s'est posé la question avec Gersand et avec son équipe de savoir comment l'amener, en parlant des routes et de leurs enjeux, et en donnant un éclairage évidemment géopolitique, mais aussi en donnant la parole aux navigants, je salue leur présence, à l'expérience en mer, évidemment, aux services, bien entendu, domaine assurantiel, et aux nouveaux risques, déjà bien présents, au-delà de l'enjeu géographique, avec la notion cyber, qui interviendra avec le MICA Center. Et une fois le cadre posé, il faut s'interroger sur une actualité qui est criante, alors un petit peu aride, j'en dirai un mot personnellement cet après-midi puisque je suis dans une des sessions, mais après avoir replacé l'officier et donc le capital humain, je salue la présence de Yusuke Mori de Yamu, pour remettre l'humain au centre de cette question. Alors avec les droits de douane et les tensions commerciales, et une traduction de l'évolution géopolitique et de son impact sur le transport maritime aujourd'hui. Alors là encore, avec une vision géopolitique, mais aussi une vision économique, une vision du secteur, de nouveau, et celle des représentants des navigants avec Armateurs de France. Alors c'est à ce moment-là que je veux vraiment remercier Gersand et son équipe d'avoir organisé et porté cet événement. Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi on a besoin d'une telle initiative à l'école. Vous êtes, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, dans une des plus vieilles écoles de France. Alors, elle n'a pas l'air. Hein. La blague ne marche pas quand vous êtes à distance. Mais ça ne fait pas très vieux. Effectivement, le bâtiment ne l'est pas. Mais nous sommes une école nationale, une école d'hydrographie, depuis 1571. Monsieur le directeur général, colonel-major Karim Koulibaly, avec qui on a discuté ce matin, j'expliquais la construction de la ville du Havre. Donc c'est un tout petit peu après que la France s'est tournée vers la question de l'hydrographie, la connaissance des mers et des océans. Il y a d'ailleurs une bataille avec l'école navale sur le sujet, qui était le premier. Mais en réalité, les origines sont évidemment communes. Et cette école, elle n'a pas aujourd'hui besoin de se tourner vers l'international. L'international, il est là aussi consubstantiel à la navigation maritime. Ben, en réalité, on manque de culture internationale dans cette école. Et on en manque tellement que Gersand a pris cette mission à bras-le-corps. Et cette journée internationale est devenue un rendez-vous important qui, chaque année, depuis 3 ans,
peut-être même qu'il y avait d'autres expériences avant, mais en tout cas, moi, depuis mon arrivée, rassemble assez largement la marine civile et militaire, la France et l'international, les élèves et les professionnels, les enseignants aussi, que je salue pour leur présence, les deux enseignants, parce que c'est important de croiser ces différents enjeux, et c'est aussi pour ça que la place des conférences est importante pour nos étudiants, parce qu'on n'est pas uniquement là pour apprendre la navigation et l'ingénierie. C'est très important de l'apprendre, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et ceux qui réussiront en sortant de cette école sont ceux qui seront conscients des risques qui sont courus aujourd'hui dans la navigation maritime. Alors, cette journée est donc plus qu'importante, parce que pour se confronter au monde réel, il est plus qu'avant, parce qu'il est incertain, et il est plus instantané. On avait une discussion intéressante hier soir sur le temps et sur l'instantanéité, sur la réaction, la versatilité de certaines décisions, mais leur caractère qui ne peut pas être considéré comme parfaitement irréversible. Alors je vous partage une expérience. Moi, je suis rentré dans la fonction publique comme administrateur des affaires maritimes il y a un peu plus de 15 ans. Et j'ai participé pour la première fois à la mission Jeanne d'Arc à bord on appelait ça un BPC à l'époque, un bâtiment de projection et de commandement qui s'appelle aujourd'hui un PHA, un porte-hélicoptère amphibie, sur la classe Mistral, Tonnerre, Dixmude. J'étais à bord du Tonnerre. Et on a participé à une opération de piraterie. Alors je vous laisse deviner les yeux de mes parents quand moi qui étais sorti de France pour aller dans des universités étrangères, mais aller sur un bateau au milieu de l'océan Indien pour lutter contre les pirates avec mes petits bras, c'était pas forcément ce qu'ils avaient envisagé pour moi. Mais le risque, grâce à la Marine nationale, qui m'a permis de le voir de mes yeux, j'y ai été, entre guillemets, confronté. Alors évidemment très indirectement, parce que ça reste évidemment l'école de formation des officiers de la Marine nationale. Ça reste la même logique que la Jeanne d'Arc, mais dans un caractère plus applicatif. Je crois qu'il faut mesurer que la Marine nationale a, dans ce cadre-là, opéré une mue qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire que d'un bâtiment qui est la Jeanne d'Arc, qui est une ambassade flottante, on est passé à quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Beaucoup plus opérationnel pour le confronter au monde et au temps réel, à son instantanéité, et avec ses fluctuations. Alors ça n'a rien à voir avec les sanctions internationales, mais ce souvenir qui me vient sur la piraterie, il était, souvenez-vous, dans les années 2008, 2009, 2010, extrêmement prégnant, et il a paralysé un certain nombre d'activités maritimes mondiales. On se souvient tous, au moment du Covid, dans le canal de Suez, de ce porte-conteneur qui avait bloqué le canal. Mais la piraterie, à la fin des années 2000, dans cette zone, était une vraie problématique. Et vous en savez quelque chose aussi sur d'autres foyers de piraterie qui existent dans le golfe de Guinée, qui sont un peu différents et contre lesquels, d'ailleurs, la France s'est engagée. Je crois me souvenir qu'un certain préfet maritime, à une époque, avait œuvré en ce sens, et même quand tu étais en charge de l'international à l'état-major. Alors, devant tout ça, j'ai repensé à notre discussion d'hier soir, Amiral, sur l'enthousiasme que tu dégageais par rapport aux 40 prochaines années, peut-être même 50, cette période qui s'ouvre, et connaître le chinois, le russe, savoir coder, ne pas refuser l'IA, mais maintenir des questions de société pour aller vers des mers plus sûres, parce que c'est la devise de l'Organisation maritime internationale, vers des mers plus propres aussi. Tout ça a du sens, et c'est ce que nous cherchons. C'est finalement ce qu'on doit aussi essayer de délivrer. Mais le vrai sens, et je pense que cette journée le montrera, en tout cas le programme l'illustre à la perfection, et une nouvelle fois merci de l'avoir composé, il est collectif. Il est dans ce qu'on crée ensemble, entre la marine marchande et la marine nationale, entre toutes les composantes de la chaîne de valeur. On a commencé à en parler sur le plan assurantiel, mais ce n'est pas exclusif.
parce que celui qui gouverne la mer gouverne toujours le monde, et qu'aujourd'hui, la mer se gouverne partout. Elle ne se gouverne pas uniquement quand on bloque un canal ou un détroit. Ça peut se faire d'ailleurs par des actes de piraterie, mais aussi en cyber. Et elle se gouverne grâce à une organisation adaptée, une considération pour ce qu'elle est, un territoire, alors particulier, mais un territoire quand même, qui doit être mieux connu pour être mieux protégé. Et ce qu'il faut, c'est que ce territoire, il faut le connaître pour mieux voir comment la géopolitique l'impacte. Voilà, sur ces quelques considérations qui j'espère, donneront un caractère introductif suffisant aux propos de nos intervenants du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie évidemment de votre participation ici et à distance. Pour la suite, nous avons un enregistrement de l'amiral Christophe Cluzel qui est en charge de la force d'action navale et de la force aéronavale nucléaire, qui est donc enregistré. Écoutez, je suis très heureux d'introduire cette journée d'études sur un thème passionnant. Je regrette que mon agenda m'impose cet enregistrement qui, vous le verrez, est assez orthogonal avec le message principal que je souhaite vous passer. Voilà, je suis le vice-amiral d'escadre Christophe Cluzel. Je suis le commandant de la force d'action navale et de la force aéronavale nucléaire. J'ai certainement dû croiser certains d'entre vous en mer au cours de mes 13 affectations embarquées, et j'ai eu la chance de commander le patrouilleur La Moqueuse qui était basé en Nouvelle-Calédonie, l'aviso enseigne de SO Jacoubet basé à Toulon mais qui était plus régulièrement en océan Indien qu'à Toulon, et puis la frégate de défense aérienne Forbin, tout cela avant de prendre le commandement du groupe aéronaval, notamment au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Quand je suis rentré dans la marine, la mer était un véritable espace de liberté. Et à tel point que lorsque c'était nécessaire, nous conduisions la guerre à terre à partir de la mer, en minimisant les risques. Les choses ont bien changé depuis quelques années maintenant. C'est l'affirmation des volontés des perturbateurs, la désinhibition de la violence, et tout ça doublé d'une dynamique sidérante de réarmement naval. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus la maîtrise globale des mers. Et de fait, la mer est littéralement devenue un nouveau champ de conflictualité. Il faut bien imaginer que demain, si nous avons besoin de produire des effets en mer ou à partir de la mer, il faudra s'attacher et, le cas échéant, combattre pour regagner une supériorité aéromaritime au minimum local. C'est un changement de paradigme qui est, à mon sens, extrêmement important et qui doit orienter nos réflexions. Aujourd'hui, la menace a assez singulièrement évolué. Vous savez que la Marine nationale et la Force d'action navale en particulier gardent un œil permanent sur la situation sécuritaire des routes maritimes stratégiques, et ce qu'on observe est préoccupant. Aujourd'hui, la mer est un espace où tous les coups sont permis et en tout temps. Et vous pourrez l'illustrer très facilement en repensant à toutes les actions en zone grise qui ont été conduites ces 5 dernières années, par exemple. La mer est également de plus en plus convoitée. Elle devient un lieu de débordement de violence, d'affirmation des volontés. C'est ce qui se passe à des niveaux très différents en mer Noire, mais également en mer de Chine méridionale. Et la situation la plus grave pour nos approvisionnements stratégiques est évidemment celle du sud de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden, où les Houthis ont d'ores et déjà revendiqué plus d'une centaine d'attaques. Dans ce contexte, il ne faut pas que vous ayez de doute, la marine protège et continuera à protéger, comme l'a toujours fait dans l'histoire, nos approvisionnements stratégiques. Elle le fait encore aujourd'hui dans le cadre de l'opération Aspides, plutôt avec succès.
Si mes chiffres sont exacts, on vient de dépasser les 150 escortes de bâtiments qui ont été conduites en toute sécurité dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans le sud de la mer Rouge. Mes équipages sont prêts à remplir cette mission. Ils s'y préparent, ils s'y entraînent très régulièrement et je viens de vous le dire, ils rencontrent aujourd'hui beaucoup de succès. Mais compte tenu de l'exigence de la menace actuelle, j'estime que vous avez également un rôle à jouer. C'est bien évidemment le rôle de la flotte stratégique qui a été détaillé dans le rapport du député Chenevard, mais c'est également la possibilité de mieux valoriser votre présence continue sur toutes les mers et les océans. Vos yeux, les yeux de vos équipages, les images de vos radars, les images, vos réceptions AIS sont des éléments précieux pour la sécurité maritime et pour la défense de notre souveraineté. Et ce sont des éléments qui sont déjà inclus dans le protocole sur le contrôle naval, qui certes prévoit la transmission par la marine à toutes les compagnies maritimes de toute information qui est capable d'engager la sécurité maritime des bâtiments qui sont inscrits au contrôle naval. Mais en retour, il est également prévu que les compagnies maritimes puissent transmettre au centre de coopération de la Marine nationale leurs observations. Ça peut être la présence d'un bâtiment militaire, ça peut être un comportement suspect, ça peut être des signaux faibles. Tout ce qui vous paraît anormal est extrêmement précieux pour nos centres de coopération, pour nos contrôleurs opérationnels et pour mes bâtiments. À terme, nous pouvons aussi imaginer de mieux valoriser, d'optimiser les résultats de ce maillage national. C'est ce que de nombreuses marines font déjà avec beaucoup d'efficacité. Et il pourrait être envisageable d'installer dans vos mâtures ou sur le toit de vos passerelles des capteurs qui nous seraient extrêmement utiles pour entretenir une situation globale. De tout cela, finalement, et c'est là où je reviens à mon introduction, de tout cela, finalement, résulte, et j'en ai la conviction, une exigence de connaissances mutuelles. Je le dis souvent à mes équipages, et je sais qu'ils saisissent toutes les occasions qui se présentent pour renforcer leur connaissance du monde maritime. Je vous le dis également aujourd'hui, la connaissance profonde de la marine et de la force d'action navale vous sera utile lorsque vous serez en mer. Et à un moment où la marine double le nombre de ses postes de réservistes, vous êtes évidemment les bienvenus pour venir faire de la réserve, pour signer des contrats de volontaires et acquérir de l'expérience opérationnelle, soit à bord de nos bâtiments, vous serez toujours les bienvenus, je vous le garantis, soit au sein de nos centres de coopération comme le MICA Center. Voilà, j'en arrive au terme de cette très courte intervention. Je sais que l'amiral Lausser, qui m'a beaucoup appris au cours de ma carrière, sera capable de répondre à toutes les questions que vous vous posez encore. Mais peut-être, si vous devez retenir une idée maîtresse, c'est que la force d'action navale est prête à assurer les missions de protection de nos voies d'approvisionnement. Je le répète, vous avez un rôle à jouer. C'est gratuit et c'est extrêmement précieux et nous devons collectivement imaginer la manière dont nous allons pouvoir mieux échanger en mer pour garantir la sécurité maritime. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Alors effectivement, très intéressant et on peut retenir que la Marine nationale et la Marine marchande doivent travailler ensemble et sur un format parallèle, puisque si la réserve doit être doublée, nous aussi, nous avons dû doubler nos nombres d'officiers sortant en 5 ans. Donc on est bien sur le soulignement des enjeux liés aux espaces maritimes.